Quel est l'objectif des États-Unis en fournissant toute cette aide létale et ce soutien militarisé? Est-ce uniquement pour protéger le flanc et de l'Ukraine? Pense-t-on réellement que la Russie cherche à ressusciter l'Union soviétique? J'écris et je parle depuis près de 2 décennies, en affirmant que les preuves ne soutiennent pas vraiment cette idée comme un véritable objectif de la Fédération de Russie. Ils ne prévoient pas de récupérer toute l'Europe de l'Est et de recréer une forme d'Union soviétique ou de bloc de l'Est. Donc, si ce n'est pas le cas, et que les Américains ne croient pas que la protection de la partie orientale de l'Ukraine est un objectif louable, compte tenu de la somme d'argent et des sacrifices impliqués, quel est l'objectif? Quel est le but des États-Unis dans ce qu'ils font? C'est à ce moment-là que la conversation devient vraiment intéressante et que beaucoup de gens commencent à se sentir un peu mal à l'aise. Cependant, c'est une bonne sorte de malaise, car cela encourage de nouvelles réflexions et perspectives. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis une fois de plus accompagné du Dr Matthew Croston. Il est un éminent chercheur en sécurité internationale à l'université Bowie State et spécialiste des affaires russes. Ses études se concentrent sur la géopolitique russe moderne. Il a régulièrement critiqué la façon dont l'Amérique et l'Occident en général dépeignent l'histoire, les motivations et les dilemmes stratégiques actuels de la Russie. Il a également analysé les réponses de l'Amérique à la Russie et à la guerre en Ukraine. J'ai eu une conversation avec Matthew il y a environ 1 an et je pense qu'il est temps de faire une mise à jour. Donc, Matthew, merci beaucoup de m'accompagner. Merci beaucoup, Pascal. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Matthew, tu as donné plusieurs interviews et écrit des articles tout au long de cette terrible année de guerre. Lors d'une conversation par email, tu as mentionné qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été discutées et que tu aimerais les mettre en lumière. Quelles sont ces choses? J'apprécie la superbe introduction que vous venez de me faire, donc merci. Au cours de l'année écoulée, j'ai été frustré. Je me souviens quand nous avons parlé il y a 1 an, nous étions purement dans la spéculation. Nous n'étions pas sûrs de la façon dont les choses allaient se dérouler. Nous ne savions pas à quel point les Américains seraient actifs dans cette guerre sans troupes physiques sur le terrain. Nous ne nous rendions pas compte non plus de l'impact significatif que cette intervention aurait sur les résultats de la guerre. Nous ne pouvions pas l'anticiper. Pour être honnête, je ne pense pas que quiconque à Washington, D.C., même avec le recul, admettrait qu'il n'avait pas prévu la situation actuelle. Il ne dirait pas qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine réussisse si bien ou que la Russie se comporte si mal. Maintenant, ils agissent tous comme s'ils savaient que cela allait arriver. Toi et moi savons tous les deux qu'il y a 1 an, nous ne pensions pas de cette façon. Nous ne croyions pas que la Russie se comporterait si mal. Nous ne pensions pas que l'Ukraine pourrait si bien se débrouiller pendant si longtemps. Nous ne comprenions pas non plus pleinement ni n'imaginions l'impact de l'aide létale que les États-Unis ont fournie à l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de leur fournir des armes. Cela implique également un rôle consultatif important pour les former. Cette formation garantit qu'ils utilisent ces systèmes d'armes aussi habilement que les Américains eux-mêmes. Pour moi, il est extrêmement frustrant de réaliser combien peu de gens semblent comprendre cela au niveau de la rue, surtout en Occident. La plupart des gens disent simplement que les médias poussent vraiment le récit des Ukrainiens courageux. Ils les comparent à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone des vieux films d'action. Ils sont dépeints comme courageux et héroïques, et je les félicite pour ce qu'ils font. Il n'y a aucun doute là-dessus. Leur pays a été envahi, donc ils se défendent. Cependant, le problème majeur pour moi est le fait qu'ils n'auraient pas pu se comporter de cette manière sans l'aide mortelle qui leur a été donnée. Je ne peux pas me rappeler qui l'a mentionné, mais quelqu'un a souligné que nous avons essentiellement une armée de l'OTAN, composée d'Ukrainiens, qui combat actuellement en Ukraine. Cela s'explique par le fait que même les systèmes IMAR ne peuvent pas lancer de missiles sans l'approbation de l'Occident. Le système de ciblage ne fonctionne pas sans la surveillance de l'Occident. Par conséquent, une étroite coopération est nécessaire.
Il est intéressant pour moi que nous ne discutions pas d'une autre région maintenant, en raison de la perspective changeante de cette guerre au cours de l'année écoulée. Quand nous, dans l'Occident, avons commencé à comprendre que cette situation, car je crois que les interprétations les plus libérales il y a un an étaient que nous pourrions peut-être aider légèrement les Ukrainiens. Nous pourrions peut-être causer quelques dommages aux forces russes. Cependant, ils finiraient par prendre le contrôle du territoire ou submerger les forces ukrainiennes. Nous n'allions jamais déployer de troupes sur le sol ukrainien, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, nous ne compenserions jamais les pertes ukrainiennes. Finalement, cette situation va finir par se terminer et la Russie va atteindre ce qu'elle cherche à accomplir en Ukraine. Nous n'en étions pas complètement sûrs il y a un an. Au fur et à mesure que le temps a avancé, il semble y avoir une sorte de soif de sang parmi les Américains, alimentée par la façon dont leurs systèmes sont efficaces pour tuer des Russes. Non, les Russes se sont très mal comportés. La Russie a toujours eu tendance à surestimer ses capacités et le moral de ses troupes. Ils ont toujours été confiants que, même s'ils perdent beaucoup de personnes, ils en ont toujours plus à sacrifier. Historiquement, il y a toujours eu une volonté de sacrifice pendant les guerres russes. La situation pourrait être différente dans le contexte du conflit en Ukraine, mais je sais que l'armée russe avait certainement cette attitude lorsque la guerre a commencé, lorsque cette opération militaire spéciale a débuté. Les Américains se sont récemment fixés sur l'idée que la Russie, pour une raison quelconque, ne nous accuse pas directement d'essayer d'escalader la guerre. Cela malgré le fait que nous fournissons de nombreux systèmes d'armes, dispensons une formation approfondie et aidons les Ukrainiens à atteindre leurs objectifs défensifs. Ces objectifs se transforment maintenant presque en objectifs offensifs. Tant que les Russes ne nous accusent pas de ces actions, nous prévoyons de continuer. Eh bien, les Russes ont déclaré à plusieurs reprises que c'est une guerre. Essentiellement, ils pensent être en conflit avec l'OTAN. Ils ont exprimé ce point de vue dès le début. C'est pourquoi ils ont envoyé des traités à Washington et à Bruxelles en décembre 2021. Ils ne les ont même pas envoyés à Kiev. Les traités étaient destinés à discuter de la structure de sécurité. Ils considèrent cette situation comme une guerre, comme une compétition avec l'OTAN. J'aimerais ajouter quelque chose à cette discussion. Nous pouvons également observer un changement stratégique. Au départ, je pense que l'objectif de la Russie était d'obtenir un règlement négocié à leur blitzkrieg d'ici la fin mars. Ils étaient arrivés jusqu'à Kiev. Cependant, ce plan s'est complètement effondré et leur surextension a conduit à leur chute. Maintenant, depuis environ 9 mois, nous assistons à un retour à la guerre des tranchées. Absolument. Non. Absolument. Je pense que cela a été en partie alimenté. Je trouve intéressant qu'il y ait une légère différence dans ce que tu viens de dire, Pascal. Je pense que ce point est souvent négligé. Alors que la Russie a toujours été rapide dès le début à dire que c'est une guerre par procuration, une guerre de l'OTAN qu'ils doivent combattre. Ils ne se battent peut-être pas physiquement contre les Américains sur le terrain, mais ils combattent leurs armes, leurs systèmes et leurs formations. Cependant, ces critiques ne se sont pas transformées en actions et initiatives directement dirigées contre les Américains du côté russe. Je trouve cela fascinant. Dans toute autre situation, nous pourrions voir les choses différemment. Cependant, nous considérons souvent la Russie comme un adversaire perpétuel. Par conséquent, nous ne saisissons pas les opportunités de paix. Dans tout autre contexte, cela ne serait-il pas considéré comme un signe de retenue de la part de la force d'invasion? Ils le voient comme une guerre par procuration. Ils pensent que l'Amérique donne du pouvoir aux personnes que nous avons envahies, les rendant plus forts qu'ils ne devraient l'être. Ils pensent que nous les aidons à atteindre des succès qu'ils ne devraient pas atteindre. Donc, ils devraient avoir un problème avec nous, les États-Unis. Ils devraient avoir le droit d'escalader cela en un conflit avec nous, nos objectifs et nos forces. Mais la Russie n'a pas fait cela. Il y a une opportunité ici que nous ignorons complètement. Nous ne nous soucions pas de cette opportunité. Oui, mais il y a eu des centaines d'occasions de réduire l'ampleur de cette guerre, comme à la fin du mois de mars. Il est maintenant assez clair que c'était le côté occidental qui a conseillé à Kiev de ne prendre aucune mesure ou de signer quoi que ce soit. Ils les ont encouragés à continuer, en leur assurant qu'ils gagneraient.
Il y a beaucoup de discussions sur l'escalade de la situation et la reconquête de territoires, y compris la Crimée. Toute personne qui parle de reconquérir la Crimée plaide essentiellement en faveur d'une guerre à grande échelle avec la Russie et l'OTAN. Il demande essentiellement la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Une zone d'interdiction de vol est essentiellement un prélude à une guerre à grande échelle entre l'OTAN et la Russie, car c'est ce que cela implique. Les Russes, je crois, ne considèrent pas l'Occident comme des ennemis. Ils ont simplement peur. Ils craignent réellement que le prochain conflit se déroule soit en Ukraine, soit sur leur propre territoire. Je crois que c'est leur perspective, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne soutiens pas l'idée de déployer sa défense dans d'autres pays. C'est la racine de tous les problèmes. Dès que vous commencez à pratiquer l'autodéfense sur des terres étrangères, vous reproduisez la situation en Irak. Et ce n'est tout simplement pas juste. Cependant, je crois qu'ils craignent que la Russie puisse suivre le chemin de l'Union soviétique, se désintégrer et se déchirer. Je veux discuter de quelque chose, mais j'y reviendrai plus tard. Actuellement, il y a un débat en Amérique sur une question particulière. La question est de savoir si nous la considérons comme positive ou négative. Certaines personnes font des commentaires, selon moi irresponsables, sur la possibilité que la Russie se divise ou s'effondre. Cependant, avant d'approfondir cela, il y a un autre aspect qui est difficile à aborder. De mon point de vue, il semble que le côté américain, que ce soit la représentation médiatique ou les interactions réelles avec les décideurs et les acteurs de pouvoir à Washington, D.C., entrave le progrès. Cela concerne les efforts pour établir un cessez-le-feu ou une voie vers la paix. La raison en est que la plupart des Américains, influencés par les représentations médiatiques, sont bloqués sur un argument ultime. Ils croient fermement que la Russie a envahi l'Ukraine, et cette croyance les empêche d'avancer. Voulons-nous réellement voir toutes ces personnes périr? Voulons-nous que la situation empire? Voulons-nous prendre le risque d'utiliser des termes tels que la Troisième Guerre mondiale et les armes nucléaires stratégiques? Non, nous ne le voulons pas. Cependant, la Russie a envahi l'Ukraine, donc ce qui arrive à la Russie est sans importance car c'est de leur faute, n'est-ce pas? Ils invitent toutes ces conséquences négatives. Ils auraient simplement dû laisser l'Ukraine tranquille. Il y a eu un commentaire fait la semaine dernière par Lavrov, dont je suis sûr que vous êtes déjà au courant. Il a déclaré que l'Amérique a essentiellement forcé la Russie à envahir l'Ukraine. Il a fait cette déclaration alors qu'il était en Inde. Le public s'est simplement moqué de lui et lui a dit d'être réaliste ou sérieux. J'ai une connexion profonde et étroite avec la Russie en raison de mes origines, et j'ai une grande affinité pour les aspects culturels russes. C'est un pays avec une histoire riche et fascinante et un caractère national unique. Cependant, il y a un domaine où il pêche dans ce contexte, si je peux être complètement franc. Les Russes peuvent avancer des arguments valables, mais ils sont extrêmement mauvais pour les expliquer aux auditoires occidentaux. Ils ne sont pas doués pour promouvoir leurs idées. En revanche, l'Amérique excelle dans ce domaine. Donc, lorsque le public indien et international en Inde a presque ri Lavrov hors de la scène, ce n'était pas parce que Lavrov était un propagandiste. Il a dit « Nous avons été poussés en Ukraine ». Il a pu mettre en évidence des actions spécifiques de politique étrangère au cours des 10 à 15 dernières années. Ces actions ont fait sentir aux Russes, il y a un an, qu'ils devaient agir. Ils voulaient envoyer un message qui avait été ignoré au cours de la dernière décennie environ. C'est essentiellement ce qu'il essayait de transmettre. Cependant, tout le monde a interprété ces paroles différemment. Il pensait que Lavrov disait « Nous aimons la paix. Nous n'avons rien à voir avec cela. Ils nous ont forcés à intervenir. » Et tout le monde a juste ri de lui. J'aurais aimé qu'il ait la capacité de contrer cette perception, mais malheureusement, il ne l'a pas. J'ai besoin de revoir cet extrait. Je suis au courant de l'extrait auquel vous faites référence. J'ai interprété les rires des Indiens comme un signe d'accord. Comme s'ils disaient « Oui, c'est correct. J'ai besoin de le revoir. Peut-être l'ai-je mal compris. » J'espère que tu as raison. Je pourrais ne pas l'être, mais une partie de ma perspective pourrait être influencée par les médias ici, en Occident. Je peux te dire comment cet incident a été rapporté par les médias occidentaux. C'était entièrement axé sur les Indiens qui se moquaient de Rolf sur scène. En d'autres termes, il était présenté comme une blague, un idiot, et ainsi de suite. Voici comment nous le représentons. Je dois revoir cela car, à mon avis, les Indiens sont susceptibles de comprendre qu'il y a un double standard en jeu. Cela est particulièrement évident dans le récit de l'Ouest. Par exemple, on peut soutenir que la Russie doit retirer toutes ses forces de l'Ukraine, y compris la Crimée, en la qualifiant d'occupation illégale.
En même temps, on peut prétendre que nous maintenons la paix et la sécurité dans le nord de la Syrie. Ici, nos troupes assurent la sécurité du pétrole, comme l'a déclaré M. Donald Trump. Nous intervenons également militairement dans le monde entier à notre guise, sous prétexte de promouvoir la paix et la stabilité. Lorsque la Russie déploie des troupes sur le terrain, elle est perçue comme un empire maléfique qui cherche à s'étendre trop. Ce double standard devient de plus en plus clair, notamment dans les pays en développement. Cela inclut des pays tels que l'Inde, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères sud-africain était en désaccord avec Anthony Blinken. Blinken suggérait que les pays étaient soit avec nous, soit contre nous. Cependant, le ministre des Affaires étrangères sud-africain était en désaccord. Elle a déclaré qu'ils continueraient leurs relations positives avec la Russie. Elle a reconnu qu'ils n'étaient pas satisfaits des actions de la Russie, mais a souligné que les États-Unis faisaient la même chose. Pour l'instant, je peux honnêtement dire que pendant presque toute une année, la position américaine a été largement anti-russe. Je ne veux pas dire cela dans un sens émotionnel. Plutôt, c'est dans la manière dont les États-Unis ne tiennent pas compte des griefs ou des critiques russes qu'ils prétendent avoir conduit à cette guerre. Nous ne les considérons pas comme légitimes, nous ne leur accordons aucune attention réelle et nous ne sommes pas prêts à leur accorder de légitimité. Seulement maintenant, certains politiciens commencent à discuter du soutien irrationnel à la guerre en Ukraine. C'est absurde de voir comment cela persiste. Combien de temps allons-nous continuer comme ça? Ils l'examinent d'un point de vue d'analyse des coûts. Mais actuellement, ces personnes ont tendance à être aux États-Unis. Ironically, really far off to the right of our spectrum. So they're incredibly... Ironiquement, ils sont vraiment très éloignés à droite de notre spectre. Donc, ce sont des républicains incroyablement orientés à droite. Oui, comme Marjorie Taylor Greene. La frange d'extrême droite du Parti républicain, pour être tout à fait honnête, n'est pas perçue par une grande partie de l'Amérique comme étant subtile, nuancée ou raffinée dans leurs arguments. Cela n'aide pas car actuellement, la seule fois où l'on entend parler d'un quelconque débat aux États-Unis sur la fin de tout cela ou sur la création d'un mouvement pour la paix entre les parties impliquées et la négociation d'un règlement, cela vient de personnages politiquement rejetés ou illégitimes. Faire face à cela a été difficile. Oui, mais tu sais, nous avons également observé cela en Europe. Cela a été étonnant de voir la faction pro-paix passer de la gauche à la droite. Cela se produit également en Allemagne. L'AfD, qui est un groupe très d'extrême droite et anti-immigration, est celui qui le préconise. D'autre part, les politiciens d'extrême gauche s'unissent maintenant pour promouvoir la diplomatie. Tout l'establishment des partis de gauche et du centre rejette cela, le qualifiant de non-sens. Il est naïf de croire que les Russes veulent la paix. Ils vont simplement continuer. Ils ignorent complètement et totalement que la Russie a essayé de résoudre cette guerre diplomatiquement pendant 8 ans. 8 longues années. Maintenant, nous savons que c'était Merkel, Hollande et Poroshenko qui disaient que les accords de Minsk n'ont jamais été sérieux. Ils ont toujours été destinés à nous donner du temps pour obtenir des armes. Ces 8 années sont complètement effacées de notre discours public. Je ne comprends pas cela. Je veux dire, je ne comprends pas comment cette information est supprimée. For the Americans, it's easy because I can extend my... There's a corollary to extend back the 8 years. Pour les Américains, c'est simple. Je peux établir un parallèle avec des événements qui remontent à 8 ans. Les Américains qui le souhaitent peuvent soutenir que la Russie a envahi la Crimée il y a 8 ans. Par conséquent, ils ne veulent rien entendre sur la paix car c'est la Russie qui a initié ce conflit. Ils ont physiquement envahi et saisi quelque chose, donc c'est de leur faute. Ce qui leur arrive est leur problème. Pour être juste, j'ai remarqué un changement récemment, notamment au cours des dernières semaines en Amérique. Les gens ont commencé à souligner que les dépenses financières pour l'équipement militaire et l'aide létale en Ukraine au cours de l'année écoulée ont presque atteint le total de l'aide létale que nous avons fournie à l'Afghanistan pendant 20 ans. Has actually come very close already in 1 year to equaling the entire lethal aid output that we put into Afghanistan over 20. Lorsque vous dites cela aux gens,
Cela leur fournit des données tangibles et quantifiables. Cela les aide à comprendre que ce n'est pas un mensonge, mais un fait. Cela fait réfléchir les Américains. Maintenant, avec leur mentalité américaine, ils comprennent que la guerre mondiale contre le terrorisme, la traque de Ben Laden, l'affaiblissement d'Al-Qaïda et la résistance aux talibans et à leur soutien à des groupes comme Al-Qaïda en Afghanistan étaient toutes des causes justifiées. Je n'ai jamais critiqué ni plaint les investissements financiers que nous avons réalisés dans des systèmes létaux et armés au cours de ces 2 dernières décennies. En fait, cela semble presque être notre mission sacrée au XXIe siècle. C'était particulièrement vrai pour les Américains en ce qui concerne la politique étrangère. La guerre mondiale contre le terrorisme a été un événement majeur au cours des 20 premières années. Lorsque vous informez les gens que presque la même somme d'argent a été dépensée en 12 mois pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, cela suscite des interrogations. L'objectif était de s'assurer que quelques républiques de l'Est, densément peuplées de Russes ethniques, ne soient pas annexées par la Russie. Cela a commencé à faire douter certains Américains quant à la raison pour laquelle ces 2 situations sont traitées avec la même importance. That at least has started to make some Americans go like, these two things shouldn't be equal. En ce qui concerne les objectifs de politique étrangère, nous devons remettre en question pourquoi nous dépensons autant. J'espère que cela incitera les gens à remettre en question nos objectifs. Quel est l'objectif des États-Unis en fournissant une aide létale et un soutien militarisé? Est-ce uniquement pour protéger le flanc et de l'Ukraine? Croyons-nous réellement que la Russie cherche à rétablir l'Union soviétique? Depuis près de 2 décennies, j'écris et je parle en affirmant que les preuves ne soutiennent pas cet objectif réel de la Fédération de Russie. Il est peu probable qu'ils prévoient de reprendre toute l'Europe de l'Est et de recréer une forme d'Union soviétique ou de bloc de l'Est. That they intend to retake all of Eastern Europe and reformulate some type of Soviet Union/Eastern Bloc. So if that's not true, Alors, si cela n'est pas vrai et que les Américains ne croient pas que protéger la partie orientale de l'Ukraine est un objectif valable pour une telle somme d'argent et de sacrifices, quel est l'objectif? Quel est l'objectif des États-Unis dans ce qu'ils font? C'est à ce moment-là que la conversation devient très intéressante. Cela fait beaucoup de gens commencer à se sentir un peu mal à l'aise. Mais ce malaise est bon car il conduit à de nouvelles réflexions et perspectives. C'est certainement une bonne chose. Je me demande comment vous pouvez avoir une telle perspective sur les filles russes. De plus, lorsque vous considérez les 8 années de ce conflit en cours, la Russie n'a pas tenté d'incorporer Lugansk et Donetsk, ni essayé de construire quoi que ce soit pour étendre sa domination. Les gens font souvent référence à l'incident de la Géorgie en 2008. Nous savons qu'une de mes compatriotes, Heidi Tagliavini, a rapporté que les premiers tirs en 2008 ont été tirés par la Géorgie, ce qui a ensuite aggravé la situation. Oui, la Russie a effectivement soutenu ces autres régions séparatistes. Cependant, il s'agit de problèmes extrêmement complexes. Ils sont plus similaires aux guerres yougoslaves. Ces guerres impliquaient des groupes ethniques très étroitement liés qui se mêlaient, ce qui a conduit à ces problèmes. C'est également le cas en Ukraine. L'Ukraine elle-même est un État très complexe en raison de ses ethnies. Elle était, et est toujours, une poudrière. Heureusement, elle est restée intacte dans les années 1990 car elle était gérée de manière très responsable. Mais maintenant, je veux vous demander à propos de ce que vous avez dit. Avant de poser votre prochaine question, laissez-moi ajouter rapidement quelque chose. Je crois que les preuves montrent que la Russie est plus intéressée à envoyer des messages symboliques. Cela peut être retracé au problème avec l'Estonie, en particulier les incursions cybernétiques. Si vous considérez les situations en Abkhazie, en Géorgie, en Crimée et maintenant dans l'est de l'Ukraine, vous pouvez voir des preuves claires de manœuvres militaires. Ces actions indiquent que la Russie, surtout au XXIe siècle, veut affirmer sa domination dans la région. Ils veulent être reconnus comme le voisin dominant et exiger le respect approprié. Tout ira bien si vous suivez ceci. Cependant, si vous ne le faites pas, ou si vous vous engagez avec des puissances externes qui nous font sentir en insécurité ou menacent notre sécurité, nous prendrons des mesures pour vous rappeler qui est la puissance dominante dans la région. C'est très différent de dire « je veux rétablir l'Union soviétique ». C'est complètement différent, et ce point a été négligé. Il a été négligé ici, dans l'Occident.
Toute personne qui suggère que la Russie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité de nos jours est souvent accusée d'être un agent russe ou de croire à leur propagande. Les gens prétendent souvent que les Russes n'ont pas de préoccupations en matière de sécurité et qu'ils mentent. Ils affirment que tout ce que disent les Russes est faux. Cette perspective donne du pouvoir à ceux qui veulent résoudre ce conflit par la force et la victoire totale, y compris la question de la Crimée. Ils soutiennent que puisque les Russes ne veulent pas discuter, le seul langage qu'ils comprennent est la force, et nous devons communiquer dans ce langage. C'est la narration qui est poussée. Well, I think that's true, but in that people are talking this way. Eh bien, je crois que c'est vrai, mais seulement parce que les gens en discutent de cette manière. Cependant, le véritable changement dans le récit s'est produit avec l'émergence d'une défense puissante et réussie. Honnêtement, cela a toujours fluctué au cours de l'année écoulée entre le côté russe et le côté ukrainien. Mais le concept, tout comme Zelensky, ne pensait certainement pas il y a un an qu'il opérerait un jour à partir d'une position de force et ferait des demandes. Maintenant, il est dans une position où il dit que la position ukrainienne pour les négociations est de quitter le pays, de rendre tout ce que nous considérons comme le nôtre, y compris la Crimée, et alors nous considérerons la guerre comme terminée. Mais ce n'est pas vraiment ainsi que fonctionnent les négociations pour mettre fin à une guerre, pour ceux d'entre nous qui étudient la diplomatie et les conflits. Il est très rare de mettre fin à une guerre moderne en disant qu'un côté subira 100% de la perte et que l'autre côté revendiquera 100% de la victoire, et que les deux côtés seront satisfaits de cela. Oui, et tu sais, je trouve difficile de croire quoi que ce soit qui provient des podiums, comme de Zelensky ou de la Maison-Blanche. C'est parce que nous savons combien cela relève de la propagande publique destinée à impressionner leur public national. Ils font souvent des discours de victoire, prétendant que nous ne sommes qu'à une semaine de la victoire totale. Nous sommes familiers avec cela. Te souviens-tu de l'Afghanistan? Tout le monde croyait que les Afghans résisteraient aux talibans pendant au moins un an. Cependant, ils ont été submergés en seulement 3 jours. Une fois que les choses commencent à s'effondrer, elles peuvent s'effondrer rapidement et toute la façade pourrait bientôt s'écrouler. Mais cela est également vrai du côté russe. L'écran de fumée est très épais de tous les côtés.